Alors je vais vous surprendre, il n'y a pas eu de déférent du tout. Il y a eu d'abord une réaction simple. Il y a de l'inédit, de l'imprévu. Avant de juger, il faut aller voir pour comprendre. Et donc place au reportage. Place au reportage. Et d'abord, notamment un de Mathilde Goannay, qui était côté de la Normandie, ensuite un autre de François Bonnet, on a montré les reportages, raconté, parole de Gilets jaunes. Et là, ça a permis de sortir du côté anecdotique, fait diversier des incidents qui circulaient sur les réseaux sociaux, dans les chaînes d'infos en continu, où évidemment qu'il y avait ici une parole raciste, là un acte homophobe, là un acte anti-migrant, et on a vu tout de suite la complexité. C'était un mouvement pluriel, il n'y avait pas qu'une voix, il n'y avait pas... Voilà. Alors après, deuxième temps, vient le temps de l'analyse de tout ça, analyse interactive, comment se comportent les pouvoirs, comment se comportent les partis politiques. C'est un mouvement inédit qui n'est pas comme les mouvements sociaux classiques, qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de structure organisée, qui s'invente en marchant, qui s'auto-organise, qui a un côté dégagiste, nouvelle manière par rapport y compris aux luttes sociales traditionnelles. Et là est venu le temps de l'analyse, et j'ai pris le temps de le faire, et je l'ai fait au nom de Mediapart samedi dernier, sur un parti pris qui s'appelle la bataille de l'égalité. Pour moi, il y a deux points essentiels dans ce mouvement. Ce mouvement est un mouvement dont le point de départ, c'est au fond la vie chère, toutes sortes de personnes qui sentent les conséquences de leurs difficultés, des choses que nous, on savait et qu'on avait traitées. Par exemple, dans le mouvement des Gilets jaunes, la présence des jeunes trentenaires, des petits boulots pas très stables, les femmes, très nombreuses, et ce qui est inhabituel dans les mouvements sociaux, et les retraités. Donc premièrement, c'est l'égalité fiscale. On veut bien payer des impôts, et ça c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 89. La contribution doit se faire selon nos besoins. Le premier point, ça. Et le deuxième point, qui est le plus surprenant, et là qui rejoint mais vraiment un acte fondateur de Mediapart et une obsession des fondateurs de Mediapart, c'est la question démocratique. C'est la question institutionnelle, d'où ces demandes de démocratie directe, voilà, qui jaillissent, filmer les rencontres avec les ministres, etc. Et là, on est au cœur de ce problème français. C'est pour ça qu'il y a des violences. C'est pour ça que les manifestations sont tendues. Parce que c'est une cocotte minute, la France. Une démocratie, c'est une négociation, c'est une discussion, c'est un échange. On ne peut pas mépriser les corps intermédiaires et s'étonner après que ça craque. Ça craque. Et donc, j'ai fait ce parti pris qui ne présage pas de l'avenir. Je ne sais pas ce que vont donner les Gilets jaunes. Il peut y avoir une demande d'égalité qui soit une égalité de l'entre-soi. Une égalité entre ceux qui me ressemblent et qui, du coup, en excluent d'autres. Ou il peut y avoir une évolution politique qui soit dans l'égalité de ce qu'on appelle à Mediapart les causes communes. Là, vous me prenez par mon point faible. Je pense qu'elles sont condamnées depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on a du mal. C'est un peu comme les remparts de Carcassonne. On a du mal à les faire tomber. Elles nous envoient dans le mur. On ne peut pas, au XXIe siècle, dans un monde complexe, interdépendant, avec des enjeux si contradictoires, quand Nicolas Hulot dit la fin du monde n'est pas l'opposé des fins de mois. Bon, c'est complexe, parce que nous, on dit oui qu'il faut taxer le CO2, oui que l'enjeu écologique est là, mais en même temps, il faut faire une taxation qui soit socialement équitable. Donc comment on fait ça? On fait ça à plusieurs, on fait ça en discutant, on fait ça en écoutant. Pour moi, vraiment, le tournant de ce quinquennat, et là je dis personnellement, alors Naruna ne filmait pas, elle aurait vu, c'était fini, elle aurait vu ça. C'est vraiment la séquence du 15 avril de l'interview avec Macron. Et moi, j'ai été sidéré de cette interview, parce que j'ai commencé toutes mes questions, elles sont gilets jaunes, j'allais dire. En force, en marche, c'est en force, vous écoutez pas, je lui renvoie toutes les balles un an après. Et moi, je me dis, s'il a accepté, c'est qu'il va prendre les balles, il va répondre. Et je vois un mec sûr de lui, hautain et ne renvoyant aucune balle. Bien sûr qu'il arrivait à parler. Et donc, bien sûr, on ne peut pas ramener la volonté de tous au pouvoir d'un seul. Et c'est vraiment la fragilité profonde de système présidentiel. Et y compris
Souvent, parfois, on disait, mais quand même, le système présidentiel américain est plus équilibré. C'est pas tout à fait faux. Mais maintenant, avec Trump, on voit l'accident aussi. Comme on voit l'accident au Brésil, où c'est un président. Et donc, moi, je crois vraiment qu'il faut revenir à une démocratie délibérative, parlementaire, de discussion, d'élus, de groupes, d'alliances, etc. Et pas à ce système qui est une tuerie. Et il les rend bêtes. Moi, j'ai inventé un terme, crétinisme présidentiel. Ils sont intelligents pour conquérir le pouvoir, ils deviennent bêtes après. Une fois posée cette idée simple qu'il s'agit de travailleurs de l'information et que les travailleurs ne doivent pas cogner d'autres travailleurs. Voilà, point. Hein, on fait notre métier, on est des travailleurs. Bon, voilà. Donc, la critique est possible, mais voilà. Et notre métier est légitime et il a une nécessité dans l'espace public. Une fois dit ça, il faut essayer de comprendre cette colère. Bon, je ne la justifie pas, j'essaye de la comprendre. Il y a un dégagisme médiatique, il y a un dégagisme politique, il y a un dégagisme syndical, il y a un dégagisme médiatique, avec une violence, et comme toute violence populaire, non encadrée, non organisée, pas de service d'ordre, elle n'est pas forcément belle, hein. Il ne faut pas l'idéaliser, elle peut être aigre, elle peut être pleine de ressentiment, elle peut être vraiment pas agréable. Alors moi j'ai une double réponse. Une réponse sur notre métier qui est, il faut regagner la confiance, ça c'est notre boulot, hein, faut se battre. Et en usant justement de ce que permet la révolution numérique, c'est-à-dire un journalisme participatif, qui n'a pas le dernier mot, qui accepte d'être critiqué, qui accepte d'être discuté. Et cette haine du journalisme, parce qu'au fond, on parle des Gilets jaunes, mais soyons clairs, ils ont eu un feu vert en disant Mediapart, elle n'est pas venue du peuple, la haine de Mediapart. Elle est dans la bouche de Sarkozy, elle est dans la bouche de Marine Le Pen, elle est dans la bouche de Mélenchon. Je mets tout le spectre, hein. Les réseaux sociaux sont notre ami, notre meilleur allié et notre pire ennemi. Les deux faces. Hein. C'est-à-dire que c'est notre ami parce que c'est une communication sans frontières, on est dans la rue numérique, on peut nous faire connaître comme ça, mais c'est notre pire ennemi parce que nous on défend quoi? L'information. Et là c'est le règne de l'opinion. Et c'est un vrai problème, et d'ailleurs qui est développé par les chaînes d'infos continu, où c'est aussi le blabla des opinions, les talk-shows d'opinion. Et là, il y a un vrai danger démocratique, un vrai grave danger. S'il n'y a plus que le règne des opinions, mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, ma croyance, mon identité, etc., c'est la guerre de tous contre tous. Et ça peut donner Trump, qui est sur les réseaux sociaux et qui préside en 146. Ça peut donner l'apprenti dictateur brésilien Bolsonaro, que WhatsApp a fait aussi. Hein. Ça peut donner des monstruosités politiques. Et donc là, nous sommes dans un moment et qui renvoie à la crise de Facebook, l'interrogation sur le fonctionnement interne, même l'algorithme interne de ces réseaux sociaux, qui est que le règne de la liberté de dire peut tuer le droit de savoir. Il n'y a de démocratie vivante que si le débat d'opinion a en son cœur l'information.